des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Samedi, le 27 février 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Il n'y a pas de relâche pour les geeks. Non, aucune relâche. Et c'est aucune... Mon nom est Éric Lajoie. Et mis à part ne pas finir mes phrases, je suis l'animateur en chef de cette émission parce que personne n'a encore fait de mutinerie. J'imagine que c'est une question de temps, peut-être de secondes. À la co-animation, le très imposant et respectable Conan Arsenault, salut. Bonjour. Et le non moins respectable de son côté, on parle de Mikey G. Ah, ça reste à discuter. Ça reste à discuter. Ça reste à discuter. Vous ne connaissez pas tout de moi. J'ai des facettes sombres. Genre, t'étais dyslexique puis tu nous en parles maintenant. Et voilà, c'est une des nombreuses saffettes sombres. Donc, hey, je pense qu'on va commencer ça de façon tout à fait traditionnelle. Mikey, s'il te plaît. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Alors, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine, selon vous, messieurs? On a de la misère à parler beaucoup ce matin. Plein de choses. Ouais, plein de choses. Ben, je vais commencer par quelque chose que finalement on le fait d'habitude en fin milieu d'émission. Je vais vous parler d'une série. J'ai écouté la semaine dernière. J'ai été surprenamment surpris. Non, mais j'ai été surpris agréablement par cette série-là. Je ne m'attendais pas à écouter ça d'un bout à l'autre. C'est 10 épisodes qui sont parus la semaine dernière. Ça s'appelle Love. Oui. C'est Judd Apatow. Judd Apatow. Judd Apatow. Qu'est-ce que... On dirait quelqu'un qui échappe quelque chose. Judd Apatow. Judd Apatow. Ben, il n'a pas échappé dans celle-là. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Conan? Judd Apatow, il a été connu, en fait, principalement par sa première série qui était Freaks and Geeks. Ah oui! Oui. Donc, avec Seth Rogen, Frank... James Franco. Je veux dire, Frank DeMarco. Ah non, c'est James Franco. James Franco. Il y a aussi une bonne gang d'acteurs qui sont quand même pas très big maintenant, mais entre autres, il y avait aussi, il y avait aussi Undeclared. Jonah Hill. Jonah Hill était dans que Freaks and oui. Geeks. Non, on me semble que non. Non, ok. Je serais surpris. Il fait partie du groupe quand même, qui est l'acteur que Judd Apatow. Puis 40 ans encore puceau. Oui, en fait, c'est finalement, le titre va peut-être rebuter ceux qui n'aiment pas les comédies romantiques parce que c'est totalement ça que ça annonce. C'est ça, mais pas tant. C'est plutôt, je vous dirais, dans les années 90, il y a eu une vague de séries, pas de séries, mais de films réalistes d'amour, comme Reality Bites, ou des choses comme ça, où, oui, c'est de l'amour, mais c'est plus réaliste comme courant, en ce sens que le monde est fucké. Le monde est fucké, surtout que ça se passe à Los Angeles. Donc, tout le monde qui vit à Los Angeles ont des problèmes d'ego démesurés. Non, mais je fais une généralisation, mais c'est général dans cette série-là. C'est le ton qu'on tente de prendre dans la série. C'est sorti d'ailleurs, c'est cette semaine sur Netflix. Oui, c'est ça, toute la saison complète? Toute la saison complète. Okay. Et il va, je crois bien, y avoir une deuxième saison parce que... la série nous annonce la rencontre entre un homme et une femme et la rencontre se fait comme au deuxième épisode, mais ça se fait de façon tout à fait fuckée. La fille hangover qui s'en vient au dépanneur puis qu'elle a pas son portefeuille mais elle veut se payer un café puis elle a vraiment besoin de son café parce qu'elle est hangover. Puis le gars au comptoir fait son petit boss de bécosse puis non, je te le laisse pas. Puis là ben c'est ça, il y a l'homme en tant que tel qui arrive puis qui paye, mais ça se fait tout croche puis les deux sont d'ailleurs diamétralement opposés dans leur personnalité et c'est un classique du storytelling, on en convient. Aide-moi, Conan, la fille qui joue dans Community. C'est exactement, je me suis Gillian Jacobs. Jacobs, c'est ça. Merci. Donc, qui joue Britta dans Community. Exactement, puis, joue le rôle l'acteur, j'avais déjà vu ailleurs, c'est mais j'arrive pas à le placer.
Paul Rust. En tout cas, son nom de Ouais. famille, c'est Rust. C'est non seulement un des deux acteurs principaux, mais c'est aussi un des scripteurs dans de cette série-là. Donc, il joue dans sa propre série, mais... Puis, Mikey, est-ce que la série a la vibe Apatow? Parce que, tu sais, Apatow a quand même été connu pour avoir une espèce de vibe très, très improvisation. On dirait des fois que les acteurs se lâchent des répliques une à l'autre. Je peux, entre autres, faire la citation de la merveilleuse scène Do you know how I know you're gay? Dans 40 ans encore plus haut que c'est juste Seth Rogen et puis Paul Rudd qui s'échangent ça vraiment. Puis ça, c'est de l'impro puis c'est une des meilleures scènes. Est-ce que c'est ce genre de feeling-là un peu dans la série? Un peu ce genre de feeling-là, en ce sens que les répliques on sent pas que c'est des répliques. Tu sais, c'est comme la vie suit son cours, puis c'est comme si t'étais un peu dans une télé-réalité. En ce sens-là, oui. Et c'est ça, t'as Gillian Britta dans Community, qui fait une espèce de rebelle fucké qui va au AA, qui fait semblant d'être sobre, mais qui l'est pas vraiment, mais qui veut rameuter sa vie. C'est une Tyler Durden. Oh ouais, un peu. Puis t'as l'autre qui est un espèce de pogné du cul, excusez l'expression, mais il est vraiment anal comme personnage. Il est un petit nerd là, pogné, puis passif-agressif au coton. C'est tellement drôle de voir la rencontre de ces deux-là, qui, d'ailleurs, ils se rencontrent, puis là, ils s'aiment pas, ils commencent à se tenir ensemble un peu pour des raisons X, et puis... C'est vraiment, l'histoire d'amour est entre ces deux-là. Moi, oui. Parce qu'avec le preview, ça donnait pas du tout cette impression-là. Ça avait l'impression que les deux personnages allaient se rencontrer, se connaître, et quand même chercher l'amour chacun de leur bord. Mais ils sont vraiment intéressés un à l'autre, ou en tout cas la fille... Non, c'est ce qui se passe pendant... Tu viens de décrire exactement ce qui se passe pendant toute la série. Mais, est-ce que je vais dévoiler le punch final? Non. Est-ce que je pense qu'il va y avoir une saison 2? Oui. OK. Alors... Intéressant. Donc, ça évite les clichés, puis c'est l'humour style Apatow, l'improvisation des acteurs. Me rappelle aussi les scènes dans Trainwreck avec John Cena, qui volait le show dans le peu de scènes dans lequel il était, pour ceux qui l'ont vu. C'est Judd Apatow, Trainwreck? Oui, c'est Judd Apatow de Trainwreck. Il y a plein de films comme ça qu'il a fait. On parle aussi de Knocked Up avec Seth Rogen, qui a été le film qui a mis ça à la map. Pour l'époque, il y a quand même eu un relativement d'impact. Superbad, si je me trompe pas, c'est Judd Apatow. Superbad, ça c'est très bon. Avec McLovin. La cinématographie de Judd Apatow, c'est des comédies un peu grasses, un peu ados sur les bords. Un peu juvénile. Oui, je sais pas s'il a fait d'autres séries, mais son côté série, c'est plus grinçant, plus réaliste, plus vous allez être malaisé, puis vous allez rire, mais c'est plus des rires de malaise. Donc c'est très intéressant d'aller voir. On va y jeter un coup d'œil. Faites donc. Parce qu'il y a toujours de quoi écouter avant que Daredevil saison 2 sorte. C'est tellement bientôt en plus. Je sais. C'est tellement bientôt. C'est dans le mois de mars. Le deuxième bande-annonce est sorti. On est sur la page des geeks et on voit l'introduction d'Electra, entre autres. Electra Nachos. Electra, hein? C'est vraiment son nom de famille? C'est Niachos. Ah, ok. Mais ça sonne Nachos. Puis aussi, font mention de l'organisation The Hand et évidemment de Punisher qui était la pièce maîtresse de la première bande-annonce. Hâte de voir ça sort en mars. Sans compter qu'on peut peut-être espérer d'une façon ou d'une autre des croisements entre les personnages de Jessica Jones vers Daredevil. Donc, qui sait? Peut-être un caméo de Luke Cage, peut-être un caméo de Danny Rand, Iron Fist, qui a été casté la semaine dernière d'ailleurs. Oui. Et c'est surprenant l'acteur qu'ils ont choisi pour Iron Fist. J'ai vu l'annonce, mais j'ai pas vu le gars. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je sais pas son nom, là, vite comme ça. C'est l'acteur qui joue le rôle de Loras dans Game of Thrones, donc le Chevalier des Roses. OK. Ce qui se trouve être le frère de Marjorie Tyrell, qui est joué par Nathalie Dormer. Donc, j'essaie de te placer. Dans le fond, Dormer, c'est elle qui était la femme du roi Geoffrey avant qu'il meure. Oui. Son frère, dans le fond, qui était dû pour se marier avec Cersei. Qui était un chevalier, qui était comme Obi, était aux deux. Ouais, c'est ça, mais c'est pas lui au début qu'on voit tout nu avec les gars tout le temps. Lui, c'était l'amant de Renly Baratheon. Ok, c'est ça. Avant que Renly se fasse tuer par un homme vaginal. Mais là, c'est compliqué. Faut avoir écouté Game of Thrones pour ça. Ouais, mais les noms de Game of Thrones. Tout ça pour dire que c'est l'acteur qui joue Loras. Et c'est pas un gars qui a un background en arts martiaux en tant que tel. Okay. Par contre, étant donné les talents de casting de Marvel, je leur laisse carte blanche pour
j'attends de voir le produit final avant de me prononcer. Tu sais, autant qu'il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué le casting de Jared Leto pour Joker quand il avait vu première photo. Moi, j'attends de le voir. Je suis sûr qu'il va être écœurant. J'attends de voir Suicide Squad, mais regarde, l'acteur est solide. Oui. Et bon. C'est une question d'entraînement aussi. Là. Puis parlant d'arts martiaux, oui. J'ai écouté, là, on devance nos nouvelles, c'est pas grave. J'ai écouté ce matin Tigre et Dragon 2. Ah, c'est sorti ce matin, ça? Ouais, je sais pas, parce que je pense que c'est sorti hier soir. La version Netflix, là? Ouais, exactement. Là, donc, The Sword of Destiny. Le pire trailer ever, hein, d'ailleurs. Ah, quelle bande-annonce manquée. Ah oui, avec Bad Moon Rising, en espèce de rock intense avec d'effets de vocoder dans la voix. Suite de 20 ans plus tard, personne n'avait demandé. Non, dans le fond. non. Bon, au moins, Michel Yeoh est encore là. Ouais, Michel Yeoh, Donnie Yen aussi. Donnie Yen est dedans. Donnie Yen est partout. Ouais, Donnie Yen, il est dans tous les films. Mais sinon, il va être dans le prochain Star Wars, d'ailleurs, j'ai tellement hâte. Rogue One. C'est vrai il joue dans Rogue One. T'es un fan de Donnie Yen. L'histoire est un peu, elle suit un peu la réalité dans le sens que c'est comme 20 ans plus tard. Et puis, à vrai dire, là, je l'ai écouté un petit peu en faisant d'autres choses. Fait que je suis pas tout à fait clair sur le déroulement mais le monde veut l'épée destinée encore. Oui. C'est encore du monde qui veut l'épée parce que là, je pense qu'ils veulent se venger d'avoir été tués parce que Lee Moubaï est mort. Oui, évidemment. Donc, voilà, c'est du monde qui veulent l'épée et Michel Yeoh la protège. Et j'aimerais ça avoir le spark, l'étincelle qui me craint à vouloir l'écouter. J'ai adoré le premier, je veux dire, j'étais un fan de films d'arts martiaux, j'ai toujours été un fan de films d'arts martiaux. Cependant, mon intérêt, là, il y a comme rien, il bouge pas. Je lui donne des coups de pied puis il bouge pas. Je te dirais que si ça avait pas été du fait que, parce que là, en plus, il est plus sur l'espèce de bannière Netflix, là, c'est rendu une autre chose qui est sortie aujourd'hui, mais moi, je l'ai vu sur la bannière de Netflix parce que c'est comme ça que j'ai fait comme, ok, je vais l'écouter. Ouais. Parce que sinon, s'il était dans les nouveaux arrivages, je pense que je l'aurais même pas vu aller. La scène d'ouverture est correcte. C'est peut-être moi qui ai changé, mais c'est peut-être que mes sensibilités ont changé, mais il me semble que quand j'ai réécouté Tigre et Dragon 1 il y a pas longtemps, j'ai quand même trouvé ça toujours aussi beau, toujours aussi poétique. Ben, c'est Ang Lee, là. Mais c'est ça. On sentait que la cinématographie était peut-être une petite coche au-dessus. La réalisation est pas là. Elle est vraiment pas là. Est-ce que le CGI, dans le fond, les images générées par ordinateur sont aussi mauvaises que la bande-annonce le laissait paraître? Non, mais elles sont comme distrayantes, dans le sens que, en fait, moi, j'ai vraiment remarqué le CGI vraiment juste sur les paysages. OK. Puis, c'est comme trop beau. C'est comme trop beau. Quand le personnage est sur une vraie butte, puis il regarde au loin, puis tu vois très bien que... Tout est trop parfait. Tout est trop... Ouais. On n'a pas le sentiment que c'est des vrais paysages, des vrais endroits qui sont allés filmer. Okay, mais, clairement, oui, parce que on les voit être sur... une espèce de grosse montagne, mais devant la montagne, c'est comme tout trop parfait. T'sais, on est en Chine, mais en même temps, ça fait plus Lord of the Rings que les jungle du Vietnam, mettons. Ouais, quasiment. Puis, mais ça reste une espèce de Chine fantastique, justement, parce qu'il y a des sorcières et tout ça dans cette histoire-là. Comme dans le premier, il y a une espèce de sorcière. Il y a quand même, je veux dire, le monde sont dans des arbres aussi, donc nécessairement voilà, c'est ça. C'est puis il y a encore des cascades avec des câbles, ouais, du wire fou, mais comme ils disent. beaucoup moins qu'avant. Mais il y a certaines, honnêtement là, il y a des jobs de montage qui ont été vraiment mal faits. Là, mal fait, là, je pèse mon mot. Comme on voit, mettons, clairement que le coup de poing était à un pied du visage du gars. J'ai repensé la passe au moins 2 fois pour être sûr de pas être. Ouais, le coup de poing arrête environ là. Donc, c'est un peu une partie des mêmes acteurs, mais avec tout le crew autour, l'équipe de production du film, à 1 ou 2 ou 3 niveaux en deçà de la version originale. Donc, visuellement, c'est quand même beau, mais on n'est vraiment pas dans la poésie visuelle que Ang Lee nous a apporté. La qualité aussi de chorégraphie, on s'entend que c'était c'est comment il s'appelle? C'est pas Yuen Woo-ping? Oui, c'est ça. Yuen Woo-ping, j'ai pas regardé si c'était lui. J'aurais tendance à dire, là, juste au point de vue de l'inventivité, au point de vue des... Je pense pas. Ou en tout cas, si c'est lui, il est peut-être un peu fatigué. Ouais, c'est ça. Hey, on va faire une petite pause musicale. Oh oui. Vous en pensez quoi? La chanson de la semaine! Et là, je m'adresse à vous, chers auditeurs, mais à vous aussi en studio, pour vous poser la question suivante. Vous avez navigué les confins de l'Internet de façon extensive dans les 10 dernières années, right? Ah oui. Vous êtes au courant des vedettes que l'Internet a créées, un peu? Je pense que je sais où est-ce que tu travailles avec ça, puis je pense que ça va être très Avez-vous cool. déjà entendu parler de Ronald Jenkins? Yes! Jenkins! Ouais, mais c'est pas Jenkins 2A? Ah, ça se peut. C'est Jenkins. Ça se peut. Ronald Jenkins, qui est un claviériste excentrique, on va le dire comme ça.
c'est qu'il a explosé en 2007 sur YouTube à cause de son attitude, qui est super enthousiaste le kit, mais qui a l'air un petit peu... Il a l'air d'avoir un morceau qui manque. Puis il s'est fait poser des questions d'entrevue par la suite. Non, il est pas autiste. Non, il a pas de problème avec sa tête. C'est juste la façon qu'il est. Ouais, mais il y a clairement un look très particulier. C'est ça, très particulier. Et il l'assume à 100%. Oui. Mais c'est un claviériste. Incroyable. Regarde, c'est vraiment... Il est sérieux, là. Il est pas là pour déconner, là. Ouais, puis c'est très unique. Son style de composition est vraiment unique. Exactement. Puis il faisait des tonnes live sur YouTube qu'il postait là. Et ensuite les enregistrait pour mettre sur des albums. Vit sur sa musique depuis maintenant autour de 8 ans. Donc, ça faisait presque un an qu'il avait rien posté sur son site. On se demandait, est-ce qu'il a pris une pause? Est-ce que non? Cette semaine, Jenkins est arrivé avec la première partie d'une nouvelle chanson. Il nous a mis ça sur YouTube. Donc, on écoute ça. Ça s'appelle Dr. Goose Robbins, si je me trompe pas. Yes. Tu te trompes pas. Donc, Dr. Goose Robbins Part 1 de Ronald Jenkins. Pour les fans, dont je fais partie et Conan aussi, ce que je peux voir. On écoute du Ronald Jenkins et on vous revient tout de suite après pour les geeks contre-attaque. How are you, dudes? C'est vrai, c'est un extrait pas long. J'ai oublié. Nous sommes donc de retour. Hey, on a, pour un extrait de 2 minutes, on en a parlé pendant 3 minutes, donc on s'excuse. Non, c'était Ronald Jenkins avec la pièce Dr. Goose Robbins Part 1. Donc, c'est une pièce qui va être complétée dans les prochaines semaines. On est content de le revoir en action. Donc, Ronald Jenkins, vous abonner à sa chaîne YouTube, vous allez capoter. Tout ce que vous avez entendu là, c'était live. Il le jouait dans le fond en temps réel. Et vous allez voir un paquet d'extraits comme ça, c'est un hook garanti. Donc... Chronique Gadget. Et là qui va là, ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. Oh, on l'arrête là, effectivement. Ouais. Donc, chronique gadget, qui parle de quoi, là? Ben, moi, je parle de moi. Non, je navigue les confins de l'Internet pour une chronique technologique que je fais à tous les mercredis matin, 8h, sur les ondes de CKRL, dans l'émission du matin. Et je suis tombé sur quelque chose. T'avais des problèmes avec tes machines, toi, ton iPod. Ouais, ma batterie qui a décidé de mettre la chaleur d'un 15 soleil, là. Mais peut-être que t'aurais pas eu ce problème-là si, on sait pas, peut-être que la solution serait peut-être de le plier puis de le mettre dans ta poche. Il y a une université à Kingston, en Ontario, l'université Queen's, qui a inventé un gadget, ça s'appelle le Reflex. C'est un téléphone intelligent qui peut se plier et se tordre. Avec toutes les composantes qui fonctionnent avec ça. Non seulement ça, c'est écran flexible, 720p OLED de LG. Il est équipé de capteurs de flexion et de moteurs de retour haptique. Est-ce que vous connaissez, ça vous dit quelque chose? Le retour haptique, le monde peut l'expérimenter dans sur leur téléphone intelligent. Si quand tu pèses sur l'écran, ça vibre.
C'est ce qu'on appelle le retour haptique. OK, donc... OK, dans le fond, c'est que tu sens quelque chose. Sans vibration C'est ou... ça. Ouais, exactement. OK. Ben, justement, ces deux technologies-là, ben, ils se marient ensemble pour créer le reflex. Les capteurs de flexion peuvent détecter la force avec laquelle l'utilisateur plie l'écran. Donc, ça permet un comportement distinct selon les contextes. Imaginez que vous êtes en train de lire une bande dessinée sur votre téléphone et vous voulez tourner les pages. Ben, vous allez simplement plier votre téléphone et avec votre pouce, vous allez plier comme un livre et vous allez sentir, grâce au moteur de retour haptique, la résistance de la page. Donc, tout pour donner une impression de réalité, finalement. C'est sûr que c'est au point de vue, c'est une novelty. Ça sera pas, d'après moi, ça sera pas de base Ça comme va dans rester- le futur. Là. Ça va rester un gadget dû le nom de la chronique, mais Ben, c'est ça. c'est que faut voir à partir de cette innovation-là, qu'est-ce que ça va inspirer à d'autres C'est personnes ça, pour créer des choses exactement. beaucoup plus utiles. Parce que c'est souvent ça, c'est que les gadgets qui semblent inutiles à la base, souvent sont utilisés par d'autres personnes pour créer de quoi de complètement capoté avec cette technologie-là. Donc, Que la première équipe n'a pas pensé pantoute que non, ça ben, pouvait servir c'est comme parce que application. ça, exactement. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes expertises. Un jeu qui pourrait être le fun avec le Reflex, c'est Angry Birds, parce que ils ont intégré le jeu Angry Birds au Reflex. Comment ça marche? C'est que Tu le fling. tu plies l'écran pour étirer la bande élastique avec ton pouce, tu sens la résistance. Et quand tu sens qu'il est au bout, ben tu le laisses aller. Puis non, il y a quelque chose à faire avec les jeux, avec les jeux mobiles, avec le Reflex. L'origami. Oui, ben oui. Ben oui, hein. tout à fait. Mais voilà, je voulais vous parler du Reflex. Et sinon, je veux vous parler d'un robot dont je viens juste de faire la connaissance. Oh. Et ça pourrait être le premier modèle de Terminator. Yes! Il s'appelle le Atlas. Oui, Atlas qui sort de DARPA, si je me trompe pas. Effectivement. Et DARPA, c'est clairement ceux qui vont être responsables de la guerre envers les robots et les humains. Non, C'est non. qui ont créé Big Dog Ok. et tous les robots qui sont pour aider les charges, donc aider à transporter des choses, même faire du ménage, faire de la réparation dans les constructions. Et là, ils ont sorti leur dernier robot Atlas qui a été acheté, c'est Boston Dynamics qui Yes. l'a fait. Et puis écoutez, je vais mettre la photo sur le site, la page des Geeks Contre-Attaque, parce que c'est vraiment si Terminator avait couché avec une poubelle. C'est à peu près ça c'est dégueulasse. Il est pas beau, il est fait en il est fait en plastique avec une tête de Boba Fett en chrome un peu bizarre. Non, ça, c'est sûr que là, ils vont pas pour l'esthétique, ils vont Non, pour non. Est-ce que tu as vu les pratique. vidéos où est-ce qu'il le maltraite un peu? Non, mais je vois... Avec les bâtons de hockey qui essaient de le faire tomber à terre. Ouais, puis c'est ça. relève. il pousse avec une tige. Ouais, puis, il a quelque chose dans les mains, donc il y a une boîte dans les mains, genre il kick la boîte à terre pour ça il pousse. C'est non. vraiment, c'est du bullying de robot, mais c'est... À un moment donné, il va se tanner, là. 80 kilos, 1m75, il est très agile et intelligent aussi parce que il peut carrément faire n'importe quel parcours. Il peut porter des caisses, les ramasser quand il tombe, marcher, courir, ouvrir des portes. Donc Ouvrir des portes, c'est particulièrement difficile. Pour un robot. Dans à chaque année, quand ils font les concours de robotique, ils ont toujours justement un espèce de parcours à faire, puis ouvrir la porte, d'habitude, c'est l'affaire qui prend 90% du temps des robots. Okay. Vraiment comme la poignée, puis là, on parle d'ouvrir une porte avec une poignée droite, là, pas une porte avec une poignée ronde qui demande un petit peu de dextérité. Ouais. Même nous autres, on a de la misère. Écoute donc, je tire-tu ou je pousse-tu? Ou l'hiver, une poignée ronde avec des gants. Ouais. Tu sais, que t'essaies d'avoir de la grippe, ça marche Ça pas, va là, être tu commences à l'expéditif sacrer. des robots plus tard. C'est ça. Puis là, exactement. t'enlèves tes gants pour avoir de la grippe. Puis là, justement, tu pognes la grippe parce que t'as enlevé tes... OK. Donc, ce calembour de mauvais goût vous est présenté par DARPA, qui vous présente le Atlas, et sa vocation première, ben, ça va être d'intégrer l'armée. Il va y avoir des petits bouts de plastique partout sur les champs de bataille, je vous le garantis. DARPA qui vous rappelle que choisissez le bon côté quand ça sera le temps de choisir. Donc, de notre bord ou contre les machines. Ça va être, en tout cas. On y va dessus pour une pause? Ben oui. Pause, puis on revient après pour la deuxième partie de l'émission. Vous en pensez, ça? C'est un deal? C'est un deal. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1.
Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. Revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaque. Et pendant que vous vous régaliez de ces pauses-là, il y a Rémi Bastien, notre cher appelant numéro 1 au Geek contre-attaque, qui nous rappelle que demain, c'est une journée spéciale. En passant, Rémi Bastien n'a pas Facebook. Okay. Et demain, justement, c'est la journée internationale de... finalement, la journée internationale sans Facebook. Ah. Donc, un défi à tout le monde. La journée Rémi Bastien. La journée Rémi Bastien. On lui souhaite une bonne journée internationale. Ouais. Non, à lui et aux 3 autres qui n'ont pas Facebook. Mais non, sérieusement, c'est s'il y a une journée dans l'année que vous vous dites, bon, il me semble que je passe trop de temps là-dessus, ben c'est la journée pour faire comme tout le monde, finalement. Fait pas de Facebook, fait que juste Tumblr. Il y a une question qu'on pose pas. Pourquoi une journée internationale à... Pourquoi tout ce qui est utile dans la vie ont pas une journée internationale et une journée internationale de pas s'en servir? Exemple, t'as la journée internationale ton sans voiture, je sais que ça existe, mais tu sais, la journée internationale sans Internet, la journée internationale sans électricité, la journée internationale sans muffin. Je veux dire, à un moment donné, ça a plus de limite, là. C'est comme... Mais moi, il y a une journée par année que je bouge pas de mon lit, je dors. Ben, en fait, je ferme les lumières, je dors. Fait que là, comme ça, je fais toutes ces journées-là en une seule. Ben oui. Je mange pas rien, pas d'eau, rien. Je sais pas c'est qui décide de ces journées internationales-là. Mais ils ont de l'ouvrage à chercher. C'est la job. Ouais, mais c'est ça. Ça leur prend de la job pour sortir des affaires de même. Lobbying de... Ça sert à rien. C'est-tu moi où ça sert à rien? Ben, c'est symbolique, hein. C'est symbolique. Ça veut dire poliment que ça sert à rien. Ouais, un petit peu. OK. Chronique Cinéma! J'aime ça, chuchoter en ondes. Donc, chronique cinéma. J'aime ça crier juste après. Ouais, non, ben c'est ça. Ça fait tellement pas ton personnage en plus, Mikey. Je trouve ça bizarre. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Donc... Hey, avant de vous parler d'un film, je vais vous parler d'une affaire qui a rapport à du cinéma. Une petite application qui est bien fun, qui s'appelle Popcorn Time. Est-ce que ça dit quelque chose? C'est pour savoir quand est sorti le popcorn du micro-ondes? Oui, c'est ça. Okay. Toi, Mikey, est-ce que ça dit quelque chose? Non. Donc, il y a un piton sur mon micro-ondes, Popcorn Time. Mais non, ça, c'est plus compliqué que ça quand même. Okay. Non, c'est une application qui permet de faire qui permet d'accéder à une gigantesque banque de films en stream. Okay. Gratuitement. Puis ce programme-là, ça fait une couple d'années que il sort. Le monde l'utilise, ça arrête de fonctionner parce que c'est comme un légalement peu dans les zones grises de la légalité. Mais là, il est revenu. Okay. Donc, popcorntime.io, qui est le site internet, mais sinon c'est une application qui est sur Android et sur toutes les surfaces. Vraiment, là, pour de vrai, ça vaut la peine de jeter un œil là-dessus. Là. Il y a vraiment beaucoup de films et beaucoup de films récents. Okay. En qualité 1080, vraiment, là, c'est extrêmement surprenant. Donc, moi, je dis profitons. Jusqu'à ce qu'il ferme. Ouais, ben, c'est comme profitons-en quand qu'il... Mais j'aimerais ça trouver un site avec une belle interface, quelque chose qui a pas l'air d'un paquet de piratage, tout ça. Où c'est qu'il regrouperait, mettons, tous les films dont les droits les droits réservés sont expirés. Je sais que sur YouTube, la plupart des films qui peuvent légalement mettre sont déjà là, mais d'avoir un beau site qui sont regroupés ensemble, que c'est legit, tous les films sont là, puis il y a plein de films classiques dont les droits sont échus, qui sont des films à voir quand même, puis dans une belle interface, avec un bel engin de recherche. Il me semble que c'est de quoi qui manque. Il y en a peut-être des sites, mais sont
c'est relativement pas assez populaire, ce qu'on peut voir. J'imagine qu'il y a une question de droit là-dedans qui doivent, ça va être très long à acquérir, mais. J'ai écouté quelques films, dans le fond, sur YouTube parce que les droits sont échus. J'avais écouté A Boy and His Dog parce que j'étais dans un trip Fallout puis je sais que c'était une des inspirations. Pas aussi bon que je pensais que ça allait être parce qu'il y a un grand moment qui se passe rien dans le film. Spécial. Mais c'est spécial. J'adorais la fin, par contre. Mais, tout ça pour dire que, c'est quelque chose. Mais pour ce qui est Popcorn Time, ça fait partie des nombreux sites de streaming qui clignent des yeux tout le temps. Roue ferme. L'interface est intéressante, il est rapide, donc ça vaut quand même la peine d'aller jeter un œil là-dessus. Faut pas oublier que Netflix, pour ceux qui ne savent pas, il y avait un site avant qui marchait sur les bases de données de Netflix qui s'appelait, j'essaie de me rappeler, il y avait Flix dans le nom du site, et tu pouvais rater des films, puis il y avait du streaming, mais c'était pas legit. Le site a fermé, devenu Netflix, mais tous les ratings de ce site-là se sont transférés sur les ratings donc les films que tu avais ratés là-dessus, ça comptait, ils gardaient cette information-là pour. Je pense. Hitflix. Je me rappelle plus, pour être honnête, mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps. C'est un bon petit bout. Anyway. Donc, hey, des pas bons films, on va en parler. Oh. On va en parler. OK. Donc, premier pas bon film. Je l'ai pas encore vu. Je veux aller le voir parce que je suis un maso de même. Puis aussi parce que ce gars-là a fait un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et c'est Gods of Egypt. Ouais, avec le réalisateur de The Crow. Exactement. De ce que j'ai pu voir à date, je l'ai pas vu non plus. Les critiques sont hilarantes. Parce que ce que le film réussit à faire, c'est pas ce qu'il voulait réussir à faire. Non. C'est que ça là, c'est raté de façon magistrale. Le film est convaincu qu'il est meilleur qu'il l'est. C'est le The Room des films épiques. Ouais. C'est tous les films d'action épiques dans les 10 Mais tu sais, avec des mauvais clichés. Non, même pas comme The Room, parce que c'est trop professionnel. Un peu comme Pearl Harbor. Dans le fond que tout est tellement trop gros, trop grossier, trop forcé dans notre gorge, trop de gros messages. Le film se rend même pas compte qu'il en devient ridicule. Ça a l'air d'être ça le consensus sur Gods of Egypt. Un petit aperçu d'une critique sur IO9 qui dit que le meurtre est légal, la torture est maintenant mandataire, tout ça à cause que God of Egypt existe. Donc allez-y, devenez cannibales, devenez des tueurs en série parce que depuis que Gods of Egypt existe, ça a défait tous les liens sociaux qui existaient entre les humains et la société maintenant est prête à être complètement... Puis c'est triste pour deux choses. Tu dis oui, c'est vrai que c'est le réalisateur, comment il s'appelle déjà? Alex Boyas, ben oui. C'est triste pour lui. Bon film, ben oui. Dans son début de carrière. Début de carrière, effectivement. Puis c'était le premier gros rôle au cinéma de... je me rappelle... Hein? Brandon Lee? Non. Non, je parle pas de Crow. Je parle de Gods of Egypt, c'est que c'était le premier véhicule au cinéma de l'acteur qui joue Jamie Lannister. J'essaie de me rappeler son nom complet, c'est Nicolas Walter... il y a un nom bizarre, là. Il y a un nom de Norvégien. Ouais, c'est ça. C'est un Norvégien. C'est un bon acteur dans Game of Thrones, bien sûr. Et là, c'était son premier rôle principal dans un film hollywoodien. Et c'est un navet, là. C'est triste un peu, là. Nicolas Coster-Waldau. OK, Coster-Waldau, pas Walter. Nicolas qui a un J à la fin. Lui, là. Jamie Lannister, bon. Il est super bon dans le film Headhunters, un film norvégien. Oui, j'ai écouté, d'ailleurs. Il est sur Netflix. C'est très bon. Qu'est-ce que ça raconte? Headhunters, c'est... écoute. Headhunters, c'est l'histoire d'un gars qui fait des vols de tableaux. OK. Mais qui est un chasseur, sa job c'est chasseur de tête. Donc lui c'est un recruteur il recrute dans les compagnies, mais c'est aussi un voleur de tableau on the side. Et puis c'est vraiment moi c'est un des meilleurs thrillers de crime que j'ai vu dans les dernières années là, tout est tellement bien construit, chaque scène vient mettre quelque chose qui revient plus tard. Le film est bourré de scènes où tu dis qu'est-ce qui va arriver après ça. Ouais. Et là c'est tac tout le long. Il y a un remake américain qui s'en vient d'ailleurs. Mais non, ça peut être intéressant quand même. Là. Ça peut, mais généralement, l'original est meilleur. Je veux dire, il y a eu un remake de Old Boy, hein. Oublie pas, là. Quand il prend un film... La femme Nikita, le remake était comme... Mais tous les bons films d'action européens, quand ils sont repris... international, on va y aller vraiment large. Là. Ouais. C'est rare que c'est aussi bon. Les Vanilla Sky étaient corrects, mais reste que Face Off était meilleur. Pas Face Off, mais... Open Your Eyes. Open Your Eyes était meilleur. Mais Girl with the Dragon Tattoo, To All of This. Moi, personnellement, j'ai préféré de loin la version de Fincher à la version... c'est David Fincher. C'est ça. Ça prend vraiment un gros réalisateur. Non, c'est pas un gros nom. Mais c'est lui que je voudrais qu'il fasse tous les films, moi, ce gars dans ma vie. Là, chaque fois que je me pose la question, quel réalisateur devrait faire Genre Alien 3? Non, je pense qu'il veut pas en parler, celui-là. Non.
Mais Fincher, moi, c'est mon go-to guy pour 99% de mes réalisations fictives de qu'est-ce qu'il pourrait faire ce film-là? Ah, David Fincher pourrait le faire. C'est comment Tout, c'est lui. Donc, bon, ok, on va passer d'un mauvais film à un autre. J'ai écouté un film qui m'a quand même assez déçu, mais je peux pas dire que j'aime pas le film parce qu'il est tellement comme inoffensif que on peut pas haïr ce film-là. Et c'est le film qui s'appelle Don Verdeen. Don Verdeen, qui est le nom du personnage joué par Sam Rockwell. Qui est moi, un de mes acteurs préférés. Il livre tout le temps. Il fait rien, mais étrangement dans ce film-là, il ne livre pas du tout la marchandise. Ben, c'est pas de sa faute, c'est comme le personnage en tant que tel. Okay, c'est le personnage le plus effacé que j'ai vu, je pense, de Sam Rockwell. Dans quoi qu'il a joué d'autre? Sam Rockwell, il fait entre autres, il joue dans Moon. Okay. C'est l'acteur dans Moon, mais sinon il fait le méchant dans Charlie's Angel. Il jouait le Zaphod dans le Guide Galactique. Exactement. Il jouait le Red Shirt dans Galaxy Quest. Yes. Ah oui! Yes! On se rappelle du Red Shirt dans Galaxy Quest. Ben oui. Alors, Sam Rockwell, il est toujours sa coche. Il jouait aussi Hammer dans Iron Man 2. Oui, exactement. Il jouait, écoute, il y a plein de rôles. C'est vraiment un acteur très très prolifique. Là. Il a fait beaucoup de films, mais c'est rare que c'est lui en premier plan. Donc, Don Verdeen, c'est réalisé par Jared Hess, qui était connu pour le film Napoleon Dynamite. Oui. Donc, je m'attendais un peu à une espèce de vibe dans ce style-là, mais donc, c'est l'histoire d'un archéologue chrétien qui, lui, cherche pour des artefacts religieux. Donc, lui, mettons, il a découvert la roche, il a découvert la tête de Goliath, il a découvert un bout de... la femme de Lot, qui a été changée en statue de sel par Dieu. Donc, il aurait trouvé d'eau du déluge. Il aurait trouvé comme le pilier de sel qui représente la femme. Donc, c'est une espèce d'archéologue biblique, biblique, exactement, qui est chargé par une église d'aller trouver justement des artefacts religieux, mais là il les fabrique parce qu'évidemment il les trouve pas, hein, parce que les artefacts religieux, n'est-ce pas, que ça existe pas. Donc il les fabrique et puis s'ensuit une espèce de semi-course à la vérité là, mais c'est très c'est un peu comme Napoleon Dynamite dans le sens que c'est très très low-key, il y a pas beaucoup on est beaucoup dans les dialogues qui s'emportent pas, le monde parle un peu d'un ton très égal, il y a l'acteur Will Forte qui est connu pour MacGruber. Oui. Il fait un des meilleurs personnages du film d'ailleurs, c'est lui que j'aurais voulu suivre quasiment. Il fait un prêtre qui est un peu l'ennemi de l'église qui envoie Don Verdeen, mais c'est un ancien sataniste qui est reconverti au catholicisme. Il est très 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 drôle. Et puis il y a aussi mais ça se veut une comédie, ça se veut c'est une comédie là, c'est une comédie. Et puis il y a aussi Jermaine Clement de Flight of the Conchords qui fait le gars qui cherche le gars qui cherche les affaires pour Don Verdeen. En fond, lui, il est déjà en Iran, puis OK, on va aller là-bas trouver telle affaire, puis il veut être un Américain. Non, mais c'est vraiment plate. Okay. Il y a comme pas de... Un de mes amis, quand on écoutait le film, il m'a dit, je comprends pas le personnage. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, je pense que c'est ça que j'aimais pas non plus. Le personnage de Don Verdeen, il y a comme pas vraiment de quête, on dirait, il y a pas vraiment de personnalité. Il est comme un peu effacé, puis il fait un peu ce qu'on lui demande. OK, un protagoniste qui a pas de mission. Il y a pas de drive. Non, c'est ça, pas de drive, pas de mission. Il a été populaire dans les années 90 pour une découverte, puis c'est pas mal ça. Puis après ça, il veut comme revivre sa fame, mais pas tant que ça en même temps non plus. Fait qu'il y a plein d'éléments qui manquent, mais c'est un film tellement inoffensif que personne peut activement détester ce film-là. OK, c'est juste que c'est un paquet de potentiel perdu, malheureusement. Un paquet de fils d'histoire qui n'ont pas été acheminés jusqu'au bout. Ouais, puis les personnages sont un peu fades. Tu sais, comme, autant que je comprends que quelqu'un peut vraiment détester Napoleon Dynamite parce que les personnages sont vraiment particuliers. Napoleon Dynamite, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Hein. Ouais, il y a pas de milieu. Je peux comprendre que quelqu'un peut pas aimer Napoleon Dynamite. Mais ça... C'est un peu le même ton que Napoleon Dynamite, mais sans les personnages si qui sont tu trouves vraiment... pas ça drôle, tu vas t'emmerder solide. C'est vraiment ça. J'ai peut-être ri, deux fois, comme ça. Puis c'est quand Will Forte est arrivé, un moment donné, il est dans une foule, puis il arrive doucement en montant, puis il dit quelque chose, puis il redescend dans la foule doucement. Des petits moments comme ça, c'est très drôle, mais sinon, vraiment... Combien de feuilles de buisson ardent sur 5? Je vais être fin, là. 1,5. OK, on se fera un petit thé. Qui sentent le gaz à lighter, bizarrement. Mais c'est ça, il l'a fabriqué. Ouais, hey, on va-tu pour notre deuxième pause musicale? On peut bien. Okidou. La chanson de la semaine 2!
pour la chanson de la semaine numéro 2. Quelle surprise! On va aller voir sur le site Overclock Remix, qui nous a sorti il y a quelques semaines. Lui, ça faisait partie de ma liste de celles que je voulais vous faire jouer dans le dernier mois. Avait passé son tour pour d'autres chansons. Et là, je la ressors. Donc, on parle de Super Mario World. Oh yeah. Un des thèmes qui a été très, très, très souvent remixé parce qu'un thème mémorable, c'est-à-dire le thème des châteaux fantômes dans Super Mario World. Donc, quand tu rentres dans les châteaux et tes fantômes qui sont, que quand t'es face à eux autres, ils se cachent. Regarder, Puis ils se mettent dos, ils s'en vont. Voilà. Et on va y aller avec le remixeur Mega Neko. La pièce s'appelle Big Boo Bad Man. Et, écoutez, cette pièce-là, plus qu'elle avance, plus elle devient épique. Et la finale, là, si Paul ne lève pas ses bras, ben, c'est pas grave. Je veux dire, si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas, là. Mais moi, je la trouve super bonne. Donc, Big Boo Bad Man, et on vous revient tout de suite après.
Alors, c'était Big Boo Bad Man du remixeur Megan Echo et c'est disponible gratuitement sur overclockremix.org. Hey les gars, je me suis fait avoir. Hein? Ils m'ont, j'ai posté quelque chose sur la page des geeks cette semaine et j'ai été très content de le poster et quand j'ai vu que c'était pas vrai, j'étais un bien triste panda. Les affiches de Spaceball 2. Spaceball 2 qui étaient apparemment des posters accroches qui étaient situés dans le métro de Brooklyn, mais ceci n'était qu'un canular. Ouais, ça. Et parce que, c'est vrai que Mel Brooks avait un intérêt de répéter l'exploit. Ah non, mais le projet est en cours. Il est en cours, mais il mais y a rien de C'est confirmé. encore en pré-production, je pense. Parce qu'avec le fait que John Candy est plus là, le fait que Joan Rivers, qui malgré qu'elle faisait juste la voix d'un robot, avait quand même un rôle important dans le film, et le fait que Rick Moranis est toujours pas un pari, c'est un pari risqué pour le ramener à faire des films, vu qu'il a complètement arrêté sa carrière cinématographique depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, sans lui, sans Lord Casque Noir, qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme essayer de faire un grilled cheese avec du pain pita puis du Velveeta. Ouais, ça, ou bien faire un nouveau Independence Day sans Will Smith. Oh, c'est ça qu'ils vont faire. Ben bref. Hey, on parlait de cinéma un peu. Il y a les Oscars qui s'en viennent. Ben, demain. Ouais, c'est demain, c'est ça? C'est vraiment demain. C'est vraiment demain. Fait qu'on pourrait faire un peu nos prédictions pour les grosses catégories. Est-ce que vous avez sous la main les nominés? Oui, je l'ai sous la main. Les nominés, bon. Allons dans les catégories, mettons, un peu plus évidentes. Là. On parle, mettons, un film d'animation en premier. Là. On parle d'animation. Film d'animation, il y a quand même pas grand-chose qui est vraiment... Attends un petit peu, faut que j'aille dans ma liste. Je sais, dans les films d'animation, les nominés sont quand même bizarres. Il y a Il y a Shaun the Sheep. Ouais. Donc, le film de Shaun le Mouton. Ouais. Anomalisa, que j'ai discuté ici. Inside Out. Boy and the World. Et puis, When Marnie Was There. Marnie, je l'ai écouté, c'était le dernier plus récent de Studio Ghibli. Je suis allé voir au Clap d'ailleurs. Ce qui paraît, c'est très bon. C'est très beau, c'est très paisible, c'est très dans le ton de Studio Ghibli, mais c'est vrai... C'est pas grand public dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un film qui est plus pour adultes ou pour... C'est la vie mondaine, là, c'est la vie de tous les jours. Exact. C'est comme un documentaire quasiment sur la vie du Japon dans ces années-là. Donc, il y a ça, mais il y a du fantastique aussi. Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a un genre de... Parce qu'il y a un genre de pont entre le passé et le présent pendant le film. Et, il y a ça, mais... le dude qui va voir Avenger parce que ça pète partout puis fort... Non, il pourra pas écouter ça. Ouais. Pour ce qui est d'Inside Out, je souhaite la meilleure des chances, mais je pense que ça va être Animalosia parce que c'est un film on dirait qu'il était fait pour gagner les Oscars. J'aimerais ça que ce soit Anomalisa aussi beaucoup, mais je pense que ça va être Inside Out. Parce qu'Inside Out, il a réussi quelque chose que je m'attendais pas, moi, en tant que geek de 38 ans. Ce film-là m'a frappé. C'est émotionnellement intense. C'est une des meilleures représentations visuelles de quelqu'un en détresse que j'ai vu ever. Puis il y a des moments dans le film où ça fait comme oh non. Parce que c'est comme ça vient frapper un peu trop proche pour ton propre confort. T'es comme c'est ça que ça fait. Comment quelqu'un se fait détruire en dedans. Ouais, comment que ton enfant interne tranquillement pas vite devient l'adulte plate que tu vas être plus tard, tu sais. Et que tous les trucs amusants que tu seras amusé avant le sont plus tard, puis la raison visuellement pour que ça arrive, j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec ça. Pixar is back in the game avec ce film-là, moi je pense qu'il mériterait. Moi mon pick ce serait lui, même si Anomalisa. Mais c'est parce que c'est tellement différent de comparer ces films-là exactement. ensemble. Jay de Red Letter Media justement le disait, comparer Shaun the Sheep avec Anomalisa dans la même catégorie, c'est ça. Ensuite, on va aller mettons avec on va y aller avec meilleur film. Oui, meilleur film. Moi il est vrai, il est 52. The Big Short. Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Room et Spotlight. Bon, j'ai pas vu beaucoup de ces films-là. J'en ai vu quelques-uns par contre. Mais faut se fier sur le fait que qu'est-ce que les Oscars aiment. Qu'est-ce que eux aiment récompenser dans le fond. Parce que veux pas, OK, mon côté geek, là, présentement, dirait Mad Max Fury Road, parce que c'est le film qui semble avoir été le plus complexe. C'est le film dont le résultat est le plus surprenant par rapport à « et ça a dû être compliqué pour que tout roule comme il voulait, pour que tout arrive dans l'ordre. »
Pas qu'il y ait de sable dans l'engrenage. Parce que c'est un chef-d'œuvre là-dessus, d'une exécution parfaite, un montage parfait. Parce que c'est un film d'action tout le long qui est pas épuisant. Alors qu'une scène de 10 minutes de fight dans Superman, Man of Steel, t'es à bout à la fin. T'es comme plus capable. Lui, c'est tout le long et t'es pas épuisé. Il y a un pacing, tout est bien fait. Qu'est-ce que t'en penses, Conan? Mais ce sera pas lui, évidemment. Non, ce sera pas lui. Moi, je pense que ça va être Spotlight. Spotlight, le film sur le scandale du cinéma. Non, c'est pas ça. Spotlight, c'est le film sur le scandale des prêtres. Ah oui, pédophiles, le journal qui avait mis ça à jour. Oui. Non, le film que tu parles là, sur le Hollywood, tout ça, c'est Trumbo, puis il est pas dans le meilleur film. Exact, mais il est en nomination pour acteur, je pense. Meilleur acteur. Ouais, non, c'est ça. Non, peut-être The Big Short. Parce que j'ai trouvé ça comme correct, mais c'est un film qui se veut très très intelligent. Mais sinon, moi aussi je joue sur Mad Max, c'est ce que je veux. Mais ça sera pas ça. Peut-être The Martian. Peut-être. OK. The Revenant, est-ce qu'il y aurait le culot de donner un Oscar du meilleur film à Inarritu 2 années consécutives? Non, je pense pas. Donc, ils vont encore bouder Léo. C'est parce que, peut-être que Léo va gagner meilleur acteur. Mais le film, je serais très surpris. Okay. De toute façon, on va vous donner tous ces résultats-là la semaine prochaine. On va suivre ça de près. On va en parler. Yes. Donc, hey! Merci Conan. Hey, ça fait plaisir. Merci à Mikey Boy. Merci Eric. Ah, de rien. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Merci à Rémi aussi. Oui. Et les oreilles ailleurs suivent dans quelques instants. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter. Twitter, qu'est-ce que je dis là? Ouais. YouTube. Ouais, puis suivez-nous pas trop proche parce qu'on est paranoïaque. Ouais. Ah non, aussi quelqu'un qui est en train de trouver, c'est Will. Donc, hey, on se réécoute la semaine prochaine avec les résultats des Oscars. Sur ce, salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.